Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Florence Gazeau, je suis chercheur avec un E, donc j'espère porter haut la voix des femmes en sciences dont on a besoin. Je vais vous emmener dans notre univers et un peu notre passion qui est la nanomédecine, dont l'objectif ultime c'est vraiment d'aller offrir au plus grand nombre des traitements plus précis, plus efficaces, plus contrôlés, et qui vont permettre de diminuer tout ce qui va être effet adverse, à la fois pour le patient, mais aussi pour la planète, pour la société. Donc c'est ce vers quoi je voudrais vous emmener. Et je vais commencer en 3 séquences par vous dire ce que c'est que la nanomédecine. La nanomédecine, c'est à l'échelle du nanomètre. Le nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre, 1000 fois plus petit qu'un cheveu. Et puis, ce qui est important, c'est que ça offre une surface d'interaction extrêmement grande par rapport à la taille. Si j'ai 1 gramme de nanoparticules dans la main, ça va offrir une surface d'interaction d'un court de tennis. Et c'est pour ça que ces nanomatériaux, ça va interagir avec les structures du vivant de manière extrêmement forte, parce que le vivant lui-même est structuré à l'échelle nanométrique. Ces nano-objets vont pénétrer dans les cellules, vont aller au plus loin vers leur cible dans les tissus. Et c'est sans doute pour ça que nous sommes si sensibles à la fois à la pollution nanoparticulaire, mais aussi aux nanomédicaments qui vont effectivement toucher leur cible dans l'organisme. Alors, comment développer cette nanomédecine? Il faut être capable de voir les nano-objets. Et ça, ce n'est pas si facile, il faut aller à leur échelle. Donc là, je vous montre une photo que j'aime beaucoup, qui est de la microscopie électronique. Et ici, c'est un petit bout d'une cellule qui a été exposée, qui a interagi avec des nanoparticules d'or. Ce que vous voyez, les nanoparticules d'or, c'est ce qui est en rouge. En fait, la cellule a concentré ces nanoparticules d'or dans des petits compartiments intracellulaires qui les séquestrent, des compartiments qui servent en fait à digérer, à séquestrer ce que la cellule ne veut pas. Finalement, la plupart des nanoparticules se retrouvent dans ces petits compartiments intracellulaires. Et ce qui nous a surpris, c'est que non seulement on voyait les particules d'or, mais on voyait d'autres structures que vous voyez ici en orange, qui résultent en fait de la dégradation de ces nanoparticules d'or. Alors tout le monde pensait que l'or était complètement inerte dans l'organisme et qu'elle était incapable de se dégrader. En fait, on a la preuve qu'au niveau intracellulaire, la cellule peut digérer les particules d'or et non seulement avoir ce métabolisme, mais recréer des nanostructures que vous voyez ici, qui sont courbées et qui vont persister très longtemps dans la cellule. Et on s'est aperçu que, en fait, ce type de nanostructure, on le retrouvait chez des patients qui étaient traités avec des sels d'or pour un traitement de l'arthrose. Donc on voit que l'organisme peut métaboliser certains métaux, l'or, et la question qui suit, c'est de se dire comment nos cellules peuvent réagir à ces métaux, réagir à ces nanoparticules, et dans cette étude, on a essayé de comparer par une méta-analyse sur des centaines d'études comment les cellules réagissent à différents métaux et si elles réagissent différemment aux métaux sous forme de nanoparticules qu'on trouve partout dans l'environnement, dans la nourriture, dans les pesticides, dans les cosmétiques ou encore dans les nanomédicaments, ou si elles réagissaient de la même manière aux métaux sous forme de nanoparticules ou sous forme soluble, sous forme moléculaire. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y avait des réponses communes à tout un tas de métaux. Pour certains, sont essentiels à la vie, d'autres sont très toxiques et qui quand même induisent une réponse commune. Et on a vu aussi une réponse commune entre ces métaux sous forme de nanoparticules ou ces métaux sous forme d'ions, sous forme moléculaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a vraiment besoin de comprendre et de vraiment investiguer comment l'organisme, la nature, modifie, transforme ces nanoparticules pour essayer de comprendre au mieux leur impact sur la santé. Juste à titre de citoyenne, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été interdites parce qu'il y avait une toxicité avérée, on parle de pesticides par exemple, et qui sont maintenant réintroduits pour des raisons économiques, de productivité, etc. Je pense que là, on risque d'aller vers des scandales de santé publique. À titre personnel, je ne vois pas pourquoi il peut y avoir des retours en arrière de ce type, et je pense que c'est aussi notre rôle de scientifique d'alerter là-dessus. Alors, l'autre aspect, bien sûr, c'est de dire ces nanoparticules, on veut aussi les utiliser pour améliorer la précision des traitements. Je vais vous donner un exemple.
Il y a une révolution actuellement, en particulier dans le domaine du cancer, mais aussi des maladies auto-immunes ou des maladies chroniques, c'est d'utiliser et de booster en fait notre propre système immunitaire contre la maladie. Dans le cancer, par exemple, vous avez de nouvelles stratégies qui est de prélever les cellules immunitaires du patient, en particulier leurs lymphocytes T, qui sont toxiques, et de les modifier génétiquement en laboratoire pour les réinjecter. Et du fait de leur modification génétique, elles vont pouvoir reconnaître les cellules tumorales et les tuer. Ça marche très très bien sur certains cancers, et puis ça ne marche pas sur d'autres. C'est très cher, et on ne sait pas forcément prédire si ça va marcher, fonctionner chez un patient ou un autre. Donc il faut essayer de raffiner les choses et de comprendre, en particulier dans les cancers où ça ne fonctionne pas bien, pourquoi ça ne fonctionne pas bien. Alors une des raisons qui est invoquée, c'est que peut-être ces cellules ne sont pas capables de pénétrer dans la tumeur et d'atteindre les cellules tumorales qu'elles doivent tuer. Pourquoi? Parce que dans certaines tumeurs, elles sont extrêmement rigides et la cellule ne peut pas se frayer un chemin jusqu'à la cellule tumorale. D'où des stratégies pour essayer d'augmenter l'infiltration de ces cellules dans la tumeur. Et c'est là que les nanoparticules peuvent être d'un intérêt. Alors pourquoi? Ce qu'on a essayé de faire, par exemple, c'est de mettre des petits nano-aimants, des particules magnétiques, dans ces cellules immunitaires, ces lymphocytes T génétiquement modifiés. Et le fait d'avoir, donc au plus profond de cette cellule, ces nano-aimants, eh bien, ça rend ces cellules visibles par la technique d'imagerie par résonance magnétique, l'IRM que vous connaissez tous, et on peut suivre dans le temps où et quand vont ces cellules, si elles pénètrent, par exemple, dans la tumeur, pour aller exercer un effet cytotoxique. Donc ça permet un meilleur contrôle de la thérapie par l'imagerie. Le deuxième intérêt, c'est que puisqu'on a des nano-aimants dans la cellule immunitaire, on va pouvoir attirer ces cellules immunitaires dans la tumeur simplement en mettant un aimant. Donc ça paraît simple, mais ça augmente l'effet de ces thérapies parce que ça augmente le nombre de cellules qui ont été capables de pénétrer dans la tumeur. Et on a d'autres stratégies maintenant pour ramollir cette tumeur, aussi par des nanoparticules qui vont être activées par un champ magnétique ou par un laser et qui vont rendre temporairement plus permissive la tumeur pour la pénétration de ces cellules immunitaires. Alors, ça c'est bien, on exploite les propriétés physiques de nanoparticules exogènes, mais on peut aussi exploiter le fait que nos cellules communiquent entre elles via des nanoparticules, des vésicules extracellulaires. Comment? Elles vont émettre en fait des petits sacs de lipides qui vont contenir des vésicules extracellulaires, qui vont contenir tout un tas d'effecteurs biologiques, des lipides, des protéines, des ARN par exemple, qui vont pouvoir être transportés dans l'organisme et qui vont atteindre des cellules à distance et délivrer leur contenu. Alors ces nanovésicules extracellulaires, nos nanoparticules endogènes, elles sont intéressantes parce qu'elles participent à tout un tas de processus physiologiques ou pathologiques, et du coup elles peuvent être utilisées comme nanomarqueurs de ces pathologies. Mais elles peuvent être aussi utilisées, si on est capable de les détecter ou de les produire, elles peuvent être utilisées comme thérapie à la place de l'injection de cellules, puisqu'elles peuvent avoir les mêmes effets thérapeutiques que les cellules qui les ont émises, ou bien comme vecteurs de médicaments ou d'ARN, par exemple une nouvelle génération de vaccins ARN. Et on a montré par exemple que des vésicules de cellules souches pouvaient accumuler une drogue anticancéreuse dans des métastases péritonéales 10 fois plus efficacement que des nanoparticules synthétiques, parce qu'elles sont capables naturellement de cibler les cellules et de pénétrer dans les tissus. Alors ça, c'est particulièrement intéressant, mais il y a plein de challenges qui sont liés à la détection, la séparation, l'étude de ces nano-objets qui sont présents, qui sont très hétérogènes en taille, en contenu, et qui se présentent dans des environnements extrêmement complexes. Et du coup, il faut développer tout un tas de méthodes de nanométrologie, d'imagerie, pour aller voir et détecter, comprendre ces objets à l'échelle nanométrique. Et c'est par exemple l'objet d'une plateforme qu'on a appelée IVET au sein de notre laboratoire.
L'autre aspect, c'est de produire ces vésicules pour en faire des nanomédicaments applicables aux patients. En fait, ce n'est pas si facile de les produire à partir d'un faible nombre de cellules d'intérêt thérapeutique, comme des cellules souches. Et c'est là qu'on a inventé une nouvelle technologie qui permet vraiment d'aller produire à partir d'un faible nombre de cellules 10 fois plus de vésicules en 10 fois moins de temps et avec 10 à 100 fois moins de plastique que les méthodes classiques. Donc ce procédé, on l'a breveté et ça a donné lieu à une start-up qui est issue du laboratoire, portée par d'anciens thésards du laboratoire, et ils ont été capables d'utiliser cette technologie, qui est une technologie qui est basée sur la physique, sur la turbulence, et qui exploite en fait quelque chose qu'on a dans notre sang. Quand le sang circule relativement mal parce que vous avez une constriction, vous avez des écoulements turbulents, vous avez des tourbillons qui se créent, et ça fait que les cellules libèrent plein de vésicules. Donc on a voulu faire ça en laboratoire et on a reproduit cette méthode. Et grâce aux lois de la physique, on peut passer d'un petit réacteur à un gros réacteur et produire ces vésicules à une échelle industrielle. Donc ils ont été capables, cette année, de produire ces vésicules à partir de cellules souches à une échelle de 10 litres pour soigner des patients de des vésicules de grade clinique. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces vésicules ? On peut faire plein de choses, on a évidemment plein de projets, mais ce qui est le plus proche du patient, c'est la thérapie des fistules. Alors les fistules, c'était déjà très à la mode dans l'Antiquité, aussi au temps de Louis XIV, parce que le pauvre Louis XIV, il souffrait d'une fistule anale. Donc une fistule, c'est une communication anormale entre deux organes. Les chirurgiens, qui n'avaient pas forcément bonne presse à l'époque, ont décidé d'innover. Il a testé une espèce d'appareil qui permettait de faire de la chirurgie sur des centaines d'indigents, et puis grâce à ça, il a réussi à soigner Louis XIV, qui a d'ailleurs demandé un motet à Lully, qui est devenu le God Save the Queen des Anglais. Donc c'est quand même assez bizarre cette histoire de fistule, mais pour vous montrer que c'est assez intéressant, c'est encore là-dessus qu'on essaye d'innover, puisque l'idée là, c'est d'utiliser nos vésicules extracellulaires en association à un gel qui est thermosensible, c'est-à-dire qu'il est liquide à température ambiante et qui devient solide à température corporelle dans le trajet de la fistule et qui va délivrer progressivement ces vésicules d'intérêt thérapeutique. Et ce qui a été montré chez le cochon, ça marche très bien pour aller refermer différents types de fistules. Donc voilà, c'est des thérapies qu'on souhaite développer, aller vers le patient. Comment on fait ça ? Eh bien, pour ça, il faut réunir des talents pluridisciplinaires, des médecins, des physiciens, des chimistes, des ingénieurs, etc. Les mettre tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on a créé, avec l'appui de l'université, le CNRS et l'INSERM, un nouveau laboratoire et qu'on a appelé avec un petit clin d'œil pour ces peintres nabis à la marge de l'impressionnisme. Voilà, je vous remercie beaucoup. Thank you.